c'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 $ pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. Donc, 185 $ pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bon après-midi chez vous. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 17 avril 2021. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir notre frère, Monsieur Kobla Pogli, qui est le secrétaire général du MOLTRA, le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Donc, un mouvement purement et simplement panafricain qui lutte pour donc la reconstruction totale de l'Afrique. Qui dit reconstruction dit une destruction qui a eu lieu et qui demande donc qu'on reconstruise quelque chose. L'Afrique était constituée, elle était normale, tout allait bien lorsque les envahisseurs, les prédateurs sont arrivés et ils ont tout mis sens dessus, sens dessous. Vous voyez, ce qui est arrivé à l'Afrique, c'est comme si vous êtes dans votre maison, vous avez votre cuisine, vous avez votre table à manger, vous avez vos chambres à coucher et autres, et un visiteur arrive, vous lui offrez une chambre et vous sortez pour aller faire des courses. À votre retour, il a déjà déplacé la table à manger dans votre chambre à coucher, il a pris vos chaussures, il les a déplacé à la cuisine. Et tout est maintenant mélangé. Voilà pourquoi nous parlons de reconstruction ici. Donc, réorganisation et reconstruction. Voilà, alors, soyez les bienvenus, mon frère Komla Pogli, et à Afrique et Monarchie, parce que cette émission de samedi s'appelle Afrique et Monarchie. Donc, elle vise donc à parler donc de l'Afrique. Vraiment, c'est pourquoi cette émission d'aujourd'hui cadre bien avec le nom de l'émission. Alors, bienvenue à Afrique et Monarchie, Monsieur Pogli. Merci beaucoup, mon frère Inoussa. Merci de m'avoir... Issifou. Pardon, Issifou. Merci beaucoup, mon frère Issifou. Et merci à Tempo Afrique Tempo TV de m'avoir invité à votre émission. Je remercie les auditrices et auditeurs et surtout les téléspectateurs d'être là et de pouvoir discuter avec vous et eux éventuellement. Merci beaucoup. D'abord, est-ce que vous pouvez dire un mot sur votre association, le MOLTRA? C'est oui. Quoi le MOLTRA? Quels sont les objectifs du MOLTRA? Alors, le MOLTRA, à l'origine, s'appelait la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique, la JUDA, que nous avions fondée au Togo en 2003, fin 2003, avec un groupe d'étudiants africains qui étudiaient à l'université de Lomé. On s'était retrouvés dans une réflexion purement et simplement de la situation de notre continent. Ouais. Et au bout de la réflexion, on s'est dit que notre continent n'est pas libre et qu'il fallait engager
véritablement la lutte de la libération à partir de ce que nos prédécesseurs, Thomas Sankara et plus loin les Lumumba, Sivani Sonipio nous ont transmis comme héritage. Et donc, c'est à partir de là que nous avons créé la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Nous avions fait un peu le terrain africain, nous avons sillonné un peu l'Afrique pour prendre contact avec d'autres mouvements de la jeunesse panafricaniste à l'époque. Nous avions écrit pas mal de choses, nous avions fait beaucoup d'activités, de conférences et autres, et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y a une bataille de vocabulaire à mener, c'est-à-dire que le terme démocratie était un terme piégé pour nous. Du coup, on a réfléchi, on a changé le nom du mouvement pour véritablement adapter son acronyme à ses activités. Et donc, c'est là que nous avons muté le nom de la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique en Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Voilà. Et ça, on l'a fait en 2010. Merci. Puisque nous parlons de la libération totale de l'Afrique et de la reconstruction, je vous invite à écouter une vidéo de quelques secondes. Si la régie est prête? J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens. Ok, compte tenu des objectifs et de la mission de votre mouvement, je voudrais avoir votre réaction par rapport aux déclarations de Macron. Alors, le président Macron est tout à fait dans son rôle, parce que la France est une puissance coloniale africaine. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que la France a quitté l'Asie pour arriver en Afrique à partir de l'Algérie. Et depuis lors, l'Afrique est une terre de conquête. C'est un arrière, ce qu'on appelle une arrière-cour pour la France. Et donc, la France dicte les règles du jeu dans son environnement. Et là, Macron est dans son rôle de prescription de la norme qui doit régir l'espace africain dans lequel la France opère. Donc là, il est tout à fait clair que Macron est dans son rôle de prescripteur de l'ordre colonial et il demande à ses sous-fifres, à ses préfets locaux africains de lui dire très clairement ce qu'il en est en ce qui concerne la présence de la France, notamment dans l'espace sahélo-sahélien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand Macron dit qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, il faut qu'on s'entende sur les termes. Il n'y a pas de sentiment anti-français, c'est-à-dire que le terme anti-français suppose que les Africains sont en train de mener une guerre raciale contre les Français. Voilà. Il s'agit de l'opposition des Africains à la présence politique, militaire, économique, idéologique française en Afrique. Donc, il s'agit d'une guerre ou bien d'une opposition, d'un conflit de libération. Et les Africains sont tout à fait en droit d'opposer une opposition ferme, structurée, organisée à la France en ce qui concerne sa présence coloniale sur le sol africain. Et là, je pense que Macron a introduit ou installe une confusion volontaire, mais les Africains ne sont pas dus pour comprendre que tout ceci participe à la guerre psychologique que la France mène en Afrique. Je pense que c'est la duplicité qui est propre donc, aux colonisateurs, surtout la France. Et moi, j'ai l'habitude de dire que Macron est un président français qui a une apparence jeune, juvénile, mais qui a des idées, n'est-ce pas, qui datent d'avant 1914. Je vais dire avant la Première Guerre mondiale.
Donc voilà la posture donc, de Macron, et il ne m'étonne pas lorsqu'il essaie de menacer même les chefs d'État africains. Alors, nous savons maintenant que c'est clair, la colonisation n'est pas tellement terminée. Elle est encore là sous une autre forme. Et vous luttez pour donc la libération totale de l'Afrique et la reconstruction de l'Afrique. Quels sont les moyens dont vous disposez pour, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à vos fins, donc à votre objectif? Tout d'abord, nous partons d'une analyse simple, c'est-à-dire que nous analysons le cadre africain. Oui. Pour arriver à la conclusion que l'Afrique n'est pas libre et que c'est la colonisation qui continue. Tout à l'heure, vous avez dit que la colonisation n'est pas tellement terminée. C'est pas, le mot tellement n'a pas sa place dans cette présentation, parce que la situation africaine, elle est une situation coloniale. Ceci dans la mesure où les États africains, comme on les appelle, nous, au Moltra, nous avions inventé un terme depuis 2011, en disant que nous sommes dans des enclos coloniaux. Il n'y a pas d'État en Afrique. Ceci dans la mesure où les enclos coloniaux africains sont des constructions venant de l'extérieur à partir de la conférence de Berlin, 1884-85, et surtout, ce qui a été dessiné à l'équerre et au compas du colonisateur sur la table de la discussion en Allemagne, à Berlin, sous l'égide de Bismarck, oui, a été consolidé sur le terrain par des accords inter-impérialistes, intercolonisateurs sur le terrain. Et donc, à partir du moment où la conférence de Berlin a fixé le cadre général, disons, la géométrie, c'est-à-dire le relevé géométrique et topographique a été fait concrètement sur le terrain avec ce qu'on a abusivement appelé les traités de protectorat ou les accords de protectorat. Et donc, à partir de là, l'espace africain n'appartient plus aux Africains. Donc, on ne peut pas dire, déjà à partir de ce premier élément géographique, que nous étions dans des États. Deuxièmement, plus tard, ces espaces géographiques étant morcelés, dessinés et tout, qu'est-ce qui se passe? La France va installer les instruments, un nouveau du pouvoir politique dans ces espaces-là. Donc, il va détruire, la France et les autres pays colonisateurs vont détruire l'ensemble des pouvoirs qui existaient, l'organisation sociale qui existait pour installer d'autres normes. Et là, c'est là qu'on va voir l'avènement des pouvoirs politiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, nous, notre analyse, c'est d'abord de partir de ça. Et puis, l'économie africaine. L'économie africaine, tout ceci a été fait dans une logique de la domination économique de l'Afrique. Donc, les ressources africaines vont être extraverties, les richesses africaines vont aller à l'extérieur pour nourrir l'étranger, notamment la France, depuis cette période-là. Donc, nous partons d'abord de cette analyse de base qui est que les structures politiques, les structures institutionnelles, le cadre de l'éducation, ensuite l'économie, les religions, tous les instruments sociaux et économiques sont pervertis et donc tournés à l'extérieur. Et à partir de là, l'Afrique ne s'appartient plus. Donc, quand on parvient à ce type d'analyse, la première des choses que le Moltra a toujours essayé de faire, c'est d'abord de poser ce diagnostic clairement sur la table pour que les Africains comprennent de quoi il en retourne. Ça, c'est le premier élément, le premier outil qu'on mobilise. Donc, l'explication du cadre dans lequel nous sommes, la théorisation du cadre, les acteurs qui sont en place, et puis à partir de cette théorisation, nous déployons des activités. D'abord, nous avons fait une série de conférences, nous produisons des vidéos, nous produisons du contenu, et ensuite, nous essayons de mobiliser sur le terrain concrètement les populations parce que dans une lutte de libération, l'outil principal et l'unique outil quasiment que les patriotes ont à leur disposition, c'est le peuple. Et donc, nous travaillons beaucoup avec nos populations sur le terrain pour les former, les structurer, les organiser et ensuite renforcer leurs capacités révolutionnaires et populaires, ce que nous appelons dans notre jargon au Moltra, la construction d'un tsunami populaire. Et donc, voilà
quelques outils que nous déployons. Donc, l'outil de la formation, l'outil du contact permanent avec notre population et le travail d'organisation, de structuration en vue de renforcer les capacités révolutionnaires de notre peuple. Nous savons que entre 1960 et disons 1990, nous avions connu des régimes en Afrique que nous avions eu l'habitude d'appeler des régimes dictatoriaux. À partir du discours de la Baule, il y a eu beaucoup de bouleversements sociaux politiques en Afrique, dont certains ont pu emporter ceux-là que nous avions l'habitude d'appeler, n'est-ce pas, des dictateurs. Je sais qu'il y en a qui ont résisté, et donc dans certains pays comme le Togo où Eyadama a résisté et qui a demeuré au pouvoir, est resté au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005. Il y a eu un bon nombre qui sont encore là. Bongo a résisté, il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Il y a un bon nombre qui avaient résisté, mais il y a encore qui étaient du lot là, qui sont encore là avec nous. J'ai nommé les Sassou Nguesso et autres, qui continuent donc de maintenir leur peuple, n'est-ce pas, sous une double oppression. D'abord, l'oppression de la dictature, n'est-ce pas, de ces chefs d'État-là, et aussi l'oppression qui vient de l'extérieur, donc celle de la France, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien écouter, que de continuer par extraire au maximum, n'est-ce pas, les ressources de ces pays-là. Aujourd'hui, nous avons aussi, c'est pas une race, permettez-moi, de chefs d'État qui sont venus après les années 90, dont certains auraient été élus démocratiquement, mais qui, n'est-ce pas, se transforment progressivement en autocrates. D'autres encore qui sont arrivés dans la dernière décennie, donc à partir de 2000, qui refusent de partir. Et il y a maintenant, c'est pas une nouvelle mode en Afrique, surtout en Afrique francophone, où on arrive au pouvoir par les urnes, mais on fait tout pour faire au-delà, n'est-ce pas, des mandats requis. Monsieur Rodrigue, je voudrais avoir votre réaction par rapport à tout ce sombre tableau, n'est-ce pas, qui d'ailleurs est un affront à votre mouvement, puisque vous luttez pour la libération totale de l'Afrique et sa reconstruction. Voilà ce tableau-là, n'est-ce pas, se présente en antimonie, n'est-ce pas, contre ce que vous voulez faire. C'est pourquoi je voudrais avoir votre réaction par rapport à tout ce que je viens de dire. Alors, merci, mon cher frère. La situation que vous venez de décrire est tout à fait juste. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique coloniale et avec ces gens-là ne sont même pas des dictateurs. Ce sont des métayers coloniaux, ce sont des régisseurs coloniaux qui, en temps normal, ne méritent même pas le rôle d'éboueurs. Ces gens ne devraient même pas, en temps normal, vu leur capacité de voler tout ce qui leur passe sous la main, ces gens ne méritent même pas le rang d'éboueurs dans une Afrique qui fonctionnerait normalement. Et donc, dans la logique coloniale, le colonisateur nous a imposé ces gens-là, qu'il a habillés, qu'il a construits, construit de toutes pièces, qu'il appelle les élites africaines. Et ces gens-là ne méritent même pas, comme je venais de le dire, ne méritent même pas le rôle d'éboueur dans une Afrique qui marcherait normalement. Donc, ces gens, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, le rôle que la colonisation leur a confié, c'est-à-dire maintenir l'État garde-barrière, l'enclos colonial africain, en vue de tourner les veines africaines vers l'extérieur. Et donc, ces gens sont tout à fait dans leur responsabilité, dans leur rôle. Et ce qu'ils font, comme vous venez de le dire, ces gens sont là pour voler d'abord le suffrage du peuple, puisqu'il n'y a pas d'État, c'est leur loi qui fait office de droit dans ces enclos coloniaux. Ils sont armés, donc ils sont pourvus de matériel de répression, de matériel
de la guerre psychologique, les médias, la corruption, les manipulations. Ils ont un petit peu pouvoir d'argent, ils saupoudrent quelques personnes ici ou là, et tout ça entretient la clientèle coloniale en Afrique. Et donc, ce qui se passe là, ce que vous venez de décrire, est tout à fait la situation d'un pays ou d'un continent qui ne s'appartient pas, qui ne s'appartient plus. Et en face d'une population qui a vu lui échapper entre les doigts sa terre. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui pour les Africains de comprendre cette situation-là et d'activer tous les instruments que l'histoire a indiqués aux populations qui ont connu de ces situations, de pouvoir aller de manière organisée, structurée, sur la base d'une planification stratégique pour aller abattre ces régimes-là qui présentent aujourd'hui l'apparence des régimes invincibles. Alors que l'histoire nous a montré que ces régimes-là, ce sont des colosses au pied d'argile. Il y a des régimes qui ont été beaucoup plus forts que ces régimes que nous avons actuellement. Et donc, notre problème, ce n'est pas la force de ces régimes et de ce système, mais plutôt les faiblesses qui sont les nôtres. Le refus des Africains de travailler de manière organisée sous un leadership patriote qui cultive vraiment la discipline et la planification, eh bien, c'est ça qui constitue notre faiblesse face à ces gens qui ne sont absolument rien du tout, sinon des mains noires que les colonisateurs utilisent pour immobiliser les Africains et tourner les veines de l'Afrique vers l'extérieur. Donc, ces gens, en réalité, ce sont des satrapes qui ne valent absolument rien et les Africains doivent absolument démystifier ces gens-là pour pouvoir les combattre de manière efficace. À voir ce qui se passe comme là, on est tenté de dire que les gens qui ont précédé cette nouvelle race dont nous parlons aujourd'hui, et j'ai cité les Mobutu, les Yadema, et j'en passe. On dirait que c'est pas, on aura envie de préférer ces anciens-là à cette nouvelle race-là, à cette nouvelle espèce, n'est-ce pas, du chef d'État. Est-ce que nous sommes en erreur de vouloir le faire? Parce que c'est comme si, quel que soit ce qu'on peut reprocher à ces anciens, c'est comme s'ils ont quand même un petit sens de dignité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils essaient de se défendre ou bien de donner l'impression au peuple qu'ils sont des nationalistes. On ne voit pas ce comportement chez ces gens que nous avons aujourd'hui à travers l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que nous sommes en train d'exagérer la comparaison? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une exagération, puisque on peut dire qu'il y a une dégénérescence. Hein? C'est-à-dire que ceux qu'on connaît, ceux que vous venez de la nouvelle race de satrapes, de gnomes, hein? On peut même dire que c'est des gnomes. Ces gens-là sont la dégénérescence de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire ceux qui sont, effectivement, ceux qui étaient avant eux, avaient peut-être l'apparence ou bien essayaient de camoufler un peu plus leur identité. Mais là, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Exactement. Mais ici, le problème de fond, c'est le cadre africain. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut remplacer dans le cadre actuel, après l'assassinat des Lumumba, de Sankara, l'éviction de Sékou Touré en Guinée, de Nkrumah au Ghana, tout ce qui a suivi, c'est, excusez-moi le terme, c'est de la haine. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas, comme je venais de le dire, ne pouvaient pas, dans une Afrique normale, jouer le rôle des boueurs. Ces gens n'ont aucune capacité, n'ont aucune intelligence stratégique. Ils n'ont pas la capacité d'analyser historiquement ce qui est l'histoire du peuple noir, son parcours, les douleurs que le peuple noir a amassées tout au long de son déploiement historique depuis l'Égypte antique.
Ces gens, ce sont juste des pantins qu'on a habillés, à qui on a donné quelques feuilles, quelques papiers, abusivement appelés diplômes, et on les a posés là. Donc, ces gens ne peuvent pas apporter, quelle que soit leur génération, que ce soit la première génération ou la deuxième génération que nous sommes en train de connaître, c'est-à-dire les Fogna Singbe, les Bongo, Ali Bongo et toute la clique des vieux crocodiles comme les Idriss Déby et autres, là, ces gens ne peuvent pas apporter la solution aux Africains parce que ces gens opèrent dans un cadre qui n'est pas du tout fait pour résoudre les problèmes des Africains. L'État africain est un cadre colonial, donc un cadre colonial dont le fonctionnement est tourné exclusivement vers l'extérieur. Donc, les Africains peuvent remplacer autant qu'ils veulent des gens. Dans ce cadre-là, rien ne changera. Et c'est pour ça que les Chinois, à partir de Mao, d'abord Sun Yat-sen, le docteur Sun Yat-sen, ces gens avaient compris que sans désorganiser, sans détruire systématiquement le cadre colonial dans lequel le peuple chinois opérait, eh bien, il n'y aura pas de salut pour le peuple chinois. Voyez, donc, si nous voulons nous sortir de cette situation, nous n'avons pas besoin de changer ces gens-là que vous venez de citer par d'autres personnes qui seraient de l'opposition, puisque les oppositions africaines sont un peu les frères jumeaux ou bien les sœurs jumelles de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Eh bien, il faut détruire tout ceci. Tout ce cadre colonial doit être d'abord démantelé complètement pour ensuite aller vers la reconstruction. Parce que sinon, nous allons construire sur quelque chose qui est totalement faussé, qui est pourri de l'intérieur. Voilà, on ne peut pas construire une nouvelle ville ou bien une nouvelle vie africaine sur l'humus colonial. Donc, il faut détruire tout ça. Et dans la destruction de tout ceci, les dictateurs dont vous venez de parler font partie de ce que le tsunami populaire doit emporter. Voilà. Voilà, j'aime inviter un politicien togolais à la personne de Djuma Oré. Ce que vous avez décrit là, il dit que dans tout ça là, c'est des éléments de la France-Afrique. Que chacun vient jouer, on remplace un élément par un autre élément. Voilà l'image qu'il donne souvent, n'est-ce pas, de cette situation. Alors, nous avons eu des élections depuis 2020 et 2021 aussi en Afrique. Du moins, dans l'Afrique francophone, il y a eu beaucoup d'élections. Et ces élections-là ont vu, n'est-ce pas, certains chefs d'État briguer leur énième mandat pour les uns et d'autres pour leur troisième mandat. Bon, cette histoire, je sais que vous venez de toucher du doigt le problème. Cette histoire de mandat de plus que nous voyons en Afrique, vraiment, quelles sont vos craintes par rapport à cette tournure? On sait que tout n'allait pas bien, mais je vois que c'est comme si les choses s'empirent. Oui. Alors, d'abord, partons du principe qu'un cadre colonial, on ne peut le détruire par des élections. C'est là où les Africains ont encore tout faux. C'est-à-dire qu'il faut tout revenir à l'histoire. Les enseignements de l'histoire sont clairs. Si les Africains veulent contourner l'histoire, les règles et les lois de l'histoire, nous allons continuer à être les esclaves de l'humanité, à être le paillasson de l'humanité, à être un peuple relégué à la périphérie de l'histoire de manière éternelle. De sorte même qu'on puisse avoir des gens comme Sarkozy qui viennent nous dire, bon, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas dans l'histoire, alors que nous sommes le fils ou les filles même de l'histoire. C'est nous qui avons... L'Afrique est l'histoire elle-même. Voilà. On ne peut pas dissocier l'histoire de l'Afrique. Exactement. Mais c'est la même chose. Voilà, mais notre condition d'aujourd'hui, nos conditions actuelles font que les gens nous dénient même notre appartenance à l'histoire. Ce qui est tout à fait normal, puisque ce sont les rapports de force qui dictent la vie internationale et la place de chaque peuple dans la vie internationale. Donc, les Africains doivent revenir à la bifurcation où ils ont perdu le réseau, où ils sont perdus en chemin, où ils sont conduits par des gens qui sont venus à partir de la conférence de Bâle avec leur soi-disant parti politique pour les entraîner vers une compétition électorale qui n'a pas sa place d'être
en Afrique, parce que je vous ai dit en début de la conversation que nous n'avons pas d'État en Afrique. Et s'il n'y a pas d'État, l'élection ne peut pas être organisée en Afrique. Ce qui est organisé en Afrique, ce ne sont pas des élections, ce sont des mascarades électorales, ce sont juste des cache-misères, des cache-cesse d'un pouvoir ou d'un système qui est tout simplement colonial et qui opère par camouflage à partir de ces soi-disant élections. Donc la question des mandats politiques ne se pose même pas normalement dans une Afrique comme ça. Donc, quand on focalise l'analyse sur le premier, deuxième, troisième mandat, c'est que ces gens-là n'ont même pas le premier mandat. Le peuple ne leur a même pas donné un mandat. Pour qu'ils disent qu'il y ait deux, troisième, quatrième, cinquième mandat, il fallait que le peuple leur donne un premier mandat. Or, la réalité, c'est que le peuple ne leur donne même pas un mandat. Ce sont des gens qui sont fabriqués de l'extérieur, qui nous sont imposés. Et puis, vous allez voir que chaque fois, ces gens déploient la violence, hein, pour imposer, hein, leur volonté et ce système aux Africains. Donc, la question électorale est une fausse question. Dans un contexte colonial, l'élection ne peut être la solution. L'élection n'a jamais conduit un cadre colonial à sa destruction. L'élection n'a jamais conduit un peuple à sa libération. Une lutte de libération ne se mène pas par des élections. Donc, les Africains sont en train de galvauder leur énergie, de se perdre du temps en s'inscrivant dans cette logique d'élection. Donc, il faut sortir de tout ça pour voir ce que l'histoire a indiqué au peuple, dominé, humilié, relégué au rang de paillasson de l'humanité, pour assumer ce que c'est que la responsabilité d'un peuple dominé qui a envie de s'affranchir. Et donc, laissons de côté cette histoire d'élection et poussons notre peuple, éduquons notre peuple à comprendre les mécanismes qui sont utilisés pour continuer à l'immobiliser, et puis ce que l'histoire a enseigné au peuple dominé pour pouvoir s'affranchir et reconstruire leur pays. C'est ça le défi qui nous attend. Et donc, disons que aussi bien l'élection que les dialogues, l'appel aux réformes constitutionnelles, institutionnelles, tout ce qu'on veut, hein, ce sont des usines à gaz que les oppositions africaines aiment activer pour enfumer les populations. Et tout ça, le résultat de tout ça, c'est que le cadre africain est maintenu. Tous les dispositifs coloniaux sont maintenus, le franc CFA, l'armée française, les langues, l'école, on n'a rien changé, tout est là. Et puis, les dictateurs continuent d'opérer. Donc, il faut s'affranchir de ces notions-là et essayer d'aller vers l'organisation de nos populations, renforcement de leurs capacités insurrectionnelles et révolutionnaires pour les mettre en mouvement. Et c'est la seule condition, parce que même là, si on veut retourner un peu dans l'histoire, aux États-Unis où vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais avaient dominé, les Anglais avaient les 13 colonies américaines. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Personne n'a fait des élections pour chasser les Britanniques. C'est une révolution. Et en Chine, c'est la même chose. Et quelques Africains avaient commencé cette lutte-là avant d'être abattus. Et c'est cette lutte-là que nous devons reprendre si nous voulons véritablement jouer un rôle dans l'histoire de notre peuple. Oui, cette lutte-là, est-ce qu'elle sera possible? Parce que, je vais vous donner un exemple. L'année passée ou l'année surpassée, lorsque tout le monde a crié, les panafricanistes ont crié par rapport au franc CFA, le mouvement, disons, a été, galvanisé par la sortie donc du vice-premier ministre italien qui dénonçait donc la même mise de la France sur l'Afrique et l'exploitation de l'Afrique à travers cette monnaie-là qui est contrôlée et fabriquée en France. Mais vous avez vu le jeu trouble que certains fils présidents de l'Afrique ont joué, notamment Ouattara, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration contraire à ses pairs de la CEDEAO par rapport à cela. Donc, sa déclaration qui s'alignait donc derrière la position de la métropole, si on peut le dire ainsi. Alors, sachant que à notre sein, il y a de ces Africains-là qui sont prêts à jouer le rôle de Judas, est-ce que vous pensez que c'est possible ce que vous proposez? Tout à fait. Mon frère Moussa Issoufou, les choses sont simples. Les lois de l'histoire sont incontournables.
soit les Africains remplissent les conditions d'une victoire de la libération de leur terre pour pouvoir la reconstruire, soit les Africains ne remplissent pas ces conditions et on va tourner en rond, on va tout échouer, on va toujours obtenir le résultat que nous avons là en face de nous. Que voulez-vous que Ouattara dise quand on sait que ces gens-là sont habillés, nourris, logés, placés au pouvoir, gardés par leurs metteurs en scène qui sont à l'étranger et notamment à la France. Ces gens sont dans leur rôle. Ils sont tout à fait dans leur rôle de défendre le cadre colonial dans lequel ils opèrent. Et donc, il revient à nous, les Africains, qui n'acceptons plus cette situation, qui ne supportons plus l'humiliation qui est faite à notre peuple. Depuis 3000 ans maintenant que l'Afrique est dans cette situation de faiblesse totale, il nous revient à nous de tirer les enseignements de tout ça pour ensuite aller vers la nécessité d'organiser la lutte. Pour le moment, tout le monde parle, mais pour le moment, nous n'avons pas encore les conditions objectives et matérielles réunies pour pouvoir contrecarrer ce système de manière efficace. Donc, la balle est dans notre camp. Le système, lui, il continue par se déployer, jouant avec son agenda, son calendrier et jouant aussi sur nos faiblesses. Maintenant, c'est à nous, les Africains, de comprendre tout ça et savoir qu'il n'y aura pas, on ne réforme pas la colonisation, l'esclavage ne se réforme pas, on ne réforme pas ses fers, il n'y aura pas de réforme en Afrique. Si les Africains continuent de croire qu'il y aura de réformes, ils se trompent. On peut mettre n'importe quel opposant au pouvoir en Afrique, il n'y aura pas de changement de notre condition. On peut avoir quelques retouches ici ou là, quelques rafistolages ici ou là, mais la situation fondamentalement ne changera pas tant que le cadre colonial ne sera pas détruit. Donc, ces gens-là, ils sont dans leur rôle, les traites, qui s'acoquinent à l'étranger pour maintenir l'Afrique dans son rôle de sujétion, ils sont tout à fait dans leur rôle. Maintenant, c'est à nous de construire les instruments de leur combat pour pouvoir les combattre efficacement et gagner. Et donc, c'est ça que l'histoire nous a enseigné. Il n'y a pas d'autre solution. Et si les Africains veulent penser ou bien continuer à penser qu'il y aura des raccourcis pour pouvoir s'affranchir, ils se trompent. La lutte ne se mènera pas non plus par procuration, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de libérateur venu d'une planète pour nous délivrer sous le joug du joug de ce système-là. Il revient aux Africains de comprendre que c'est à eux et à eux seuls de travailler de manière organisée, disciplinée, efficace pour arriver au résultat. Et il n'y a pas d'alternative à ça. Ok, il y a une petite parenthèse. Un de nos téléspectateurs est séduit par votre argumentaire. Il demande s'il y a une représentation du Mortra au Togo. Oui, le Mortra étant né au Togo, nous avons toujours des gens sur le terrain qui travaillent, qui se voient, qui essayent de faire des choses. Mais voilà, il y a une partie du travail qui doit être un travail visible, qui est le travail de la formation, des prises de position sur tel ou tel sujet, mais tout le travail de la structuration, parce qu'il s'agit d'un combat de libération, et ce combat de libération doit être mené en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont adapté le vocabulaire, parce que nous, quand on disait lutte de libération à l'époque, les gens disaient changement et alternance. Aujourd'hui, tout le monde dit lutte de libération, mais il n'y a pas de contenu parce que les gens n'ont pas théorisé ce concept-là. C'est le Mortra qui a théorisé ces thèmes-là. Malheureusement, les gens ne nous écoutent pas assez. On nous a écartés de beaucoup de choses. On ne nous montre pas assez. Nous avons fait des démarches purement dans le sens patriote vers les partis politiques, tous les partis politiques réunis, tout en sachant que ces gens ne sont pas la solution, mais dans une démarche patriote, volontariste et tout, nous avons approché tous ces gens-là. Nous avons essayé de leur donner quelques instruments. Ils ont refusé et finalement, nous ne sommes pas assez connus et regardés. Et beaucoup de gens nous ostracisent parce que aussi, entre nous, il y a des guerres d'ego, des conflits interpersonnels de bas étage qui n'apportent rien du tout, alors que les Africains, en se livrant à ce type d'attitude et de guerre, oublient que dans un peuple d'esclaves, il n'y a pas de grand homme. Il n'y a pas de lumière. Absolument. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Assujettis. Voilà. À un moment donné, il va falloir révéler au peuple
les cerveaux, les têtes qui existent, ceux qui travaillent effectivement et qui ont théorisé sur ces notions et ces concepts depuis des années, des années. Donc oui, il y a une représentation au Togo et dans d'autres pays. Et donc si le compatriote veut nous rejoindre, bienvenue à lui et bienvenue à d'autres personnes qui aimeraient bien nous rejoindre. Et nous avons besoin de force pour pouvoir nous imposer. Donc, il demande comment joindre Mortra au Togo. Tout d'abord, le plus simple, c'est qu'il passe par la page Facebook du Mortra pour nous envoyer un message. Et puis, il y a des gens qui sont là pour répondre, pour orienter. En fonction des pays africains, chaque nationalité qui arrive, nous essayons de les orienter vers les gens avec qui nous sommes en contact dans les différents enclos coloniaux. Donc, pour nos auditeurs qui le désirent, vous voulez en savoir plus sur le Mortra, ils ont une page Facebook. Il faut passer par la page Facebook. Vous allez découvrir le Mortra et aussi joindre les intéressés. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à nous suivre. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous envoyer un coucou. En tout cas, je ne peux pas citer tous les noms. Il y a Kokouvi, Sema El Sema, il y a Sam Kond, il y a Chris. Et vous êtes très nombreux. Il y a Assi et que sais-je encore. Soyez salués chez vous. Vous nous accompagnez dans cette émission et nous sommes très, très reconnaissants. Alors, nous poursuivons donc notre discussion avec Komla Pogli, donc secrétaire général du Mortra, le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Cette Afrique-là qui a mis au monde presque tous les autres continents, puisque c'est le continent qui a abrité le premier homme. C'est le continent qui a donné au monde tout, mais au même moment, c'est le continent à qui on refuse tout et à qui on ne reconnaît rien. Voilà. Et donc, le Mortra est là pour essayer de faire valoir, n'est-ce pas, la position ou bien la présence donc, de cette Afrique-là. Et nous sommes très heureux d'avoir cette discussion aujourd'hui parce que beaucoup de choses se font, mais les gens ne savent vraiment pas que, n'est-ce pas, ces choses-là se font. Alors, nous allons poursuivre. Maintenant, nous allons plus ou moins localiser notre discussion. Nous allons revenir au Togo, votre terre natale. Le Togo qui, contrairement à beaucoup de pays africains, n'a jamais connu ce qu'on appelle, même si vous le qualifiez peut-être de semblant de changement politique, parce qu'au moins ailleurs, il y a eu des noms qui ont été changés par d'autres noms. Même si c'est les mêmes éléments de la France-Afrique, comme le dirait Djimaouré. En tout cas, il y a eu un semblant. Et des fois, l'homme aime aussi l'apparence. Parce que l'apparence, des fois, l'homme n'est qu'apparent lui-même. Il aime l'apparence parce que l'apparence, n'est-ce pas, donne l'impression de quelque chose qui fait qu'il soit aimé ou bien haï. Voilà. Alors, au Togo, on n'a jamais eu ça. Le père meurt un 5 février et le fils monte, n'est-ce pas, au perchoir. Et depuis, ça fait 16 ans, le fils n'a pas encore pensé à quitter pour au moins laisser la place à un autre élément de la France-Afrique. Vous ne pensez pas que parmi tous les cas que nous avons en Afrique, le cas du Togo est plus désespéré? Alors, oui et non. Oui, parce que quand un peuple vit ce que le peuple togolais vit, le peuple de l'enclos colonial du Togo vit depuis 1963, eh bien, on peut penser que notre cas est unique et que c'est quelque chose d'unique, d'inédit, et que c'est particulier, qu'aucun peuple n'a connu ce que nous connaissons aujourd'hui au Togo, et que notre situation est une situation particulière. Et c'est là où on se trompe. La situation au Togo est une situation classique, historique. Voilà, à chaque fois qu'un peuple se retrouve dans une situation de faiblesse sur le plan idéologique, organisationnel, discipline, matériel et tout, spirituel, c'est terminé. C'est terminé. Donc, ce que nous avons là au Togo, c'est quelque chose
qui est tout à fait classique et il faut que les Togolais sortent d'abord de cette considération qu'ils ont de la situation au Togo en la particularisant à l'extrême, ce qui fait même que de cette particularisation extrême, on adopte des comportements et des solutions qui n'ont jamais existé nulle part. C'est-à-dire que tout le monde démissionne aujourd'hui tout en espérant que le régime parte. Non. Donc, il faut considérer ce qui nous arrive au Togo comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'historique, comme quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire et comme quelque chose qui appelle les Togolais à l'action, à une action organisée libératrice. Pour le moment, nous n'avons pas encore rempli les conditions, aussi bien subjectives que objectives, de la victoire. C'est pour ça que ce régime continue de nous embêter et à s'imposer à nous. Et si nous ne prenons garde, ce régime va continuer encore 50 ans. Et Faure Gnassingbé risque d'être remplacé par son fils et son petit-fils plus tard. Parce que les Togolais sont en train de filer du mauvais coton en transformant cette lutte-là en une compétition entre partis politiques. Voilà, il ne s'agit pas de désigner le parti politique le plus opposant à ce régime-là. Il s'agit, voilà, parce que progressivement, les Togolais ont transformé leur combat en un combat de désignation de l'opposant le plus radical, du vrai opposant. Ouais, voilà. Ouais. Et on a créé deux catégories d'opposants, à savoir les vrais et les faux. Et donc, la guerre se déroule entre ces deux pôles-là et pendant ce temps, on laisse le régime continuer son chemin. Donc, ce régime est un régime criminel parce que fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Ce régime n'a pas de morale, ce régime n'a pas d'éthique, ce régime n'a aucun scrupule et ne changera jamais. On ne change pas, et là, le principe que j'ai énuméré tout à l'heure, à savoir qu'on ne réforme pas une tyrannie, on ne réforme pas ses fers, on ne réforme pas l'esclavage, on ne réforme pas la colonisation, eh bien, se vérifie au Togo. Parce que les Togolais ont cru qu'on peut réformer ce régime-là. Ce régime est irréformable parce que ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio et il continue. Il ne fait que continuer, pas aligner des crimes, aussi bien les crimes politiques, les crimes économiques, les crimes sociaux, les crimes éducatifs, les crimes culturels. Tout est aujourd'hui à volo dans ce pays. Et donc, il faut que les Togolais dépassent la simple analyse qui est de particulariser notre question en la faisant quelque chose d'unique dans l'histoire, de sorte que finalement on dise que la solution viendrait de Dieu, que le peuple a trop donné, on a tout donné, on n'a pas changé le régime, que les opposants nous ont trahis, que tout le monde se retrouve dans la position du coupable et que le peuple a tout fait juste et que par conséquent, ce qui reste au peuple, c'est de croiser les bras en attendant l'arrivée de Dieu qui va le sauver. Non, ces solutions n'existent pas dans l'histoire. Ces solutions sont inopérantes dans l'histoire. Donc les Togolais doivent se ressaisir, comprendre que ce régime ne changera jamais et que les partis politiques ne sont pas destinés pour mener une lutte de libération. Les partis politiques au Togo et ailleurs en Afrique sont créés après le discours de la Baule. Et donc, ces partis politiques sont là pour, en quelque sorte, entretenir le flou artistique consistant à vendre aux Africains l'existence d'un État dans lequel se déroule un jeu démocratique d'alternance. Donc, il faut sortir de tout ça, s'affranchir de toutes ces considérations pour aller à notre organisation, ce qui veut dire que les Togolais doivent absolument aller tout d'abord retrouver le sens de la confiance entre eux, de la confiance mutuelle, briser les murs de la méfiance que le régime et les partis politiques ont dressés entre nous depuis des années et des années, lesquels murs nous empêchent maintenant de nous parler en toute confiance les uns les autres, de discuter, de trouver des points de convergence entre nous. Et à partir de ces points de convergence-là, nous bâtissons ce que j'appelle les éléments ou bien les conditions objectives de la lutte, à savoir un véritable mouvement national de libération qui sera constitué sur l'ensemble du territoire pour pouvoir opposer une résistance implacable au régime et renverser les rapports de force en notre faveur. Cela demande un travail scientifique, méthodique, cela demande du calme,
de la planification et de la solidité des connaissances historiques pour savoir ce que les peuples ont toujours fait pour s'affranchir de leurs dominateurs. Oui, parlant donc des partis politiques, nous savons que le soulèvement le plus récent, celui du 19 août 2017, avait abouti, avait favorisé la création d'un bloc politique que nous avions connu sous le nom de la C14. Je sais que le Moltra a toujours, quelles que soient ses appréhensions, fait des propositions au regroupement, aux partis politiques, en tout cas par rapport à ce qui peut peut-être sortir le Togo de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'en son temps, le Moltra a approché la C14 pour certaines propositions? Si oui, et quels en étaient les résultats? Tout d'abord, le Moltra n'a jamais bâti sa stratégie sur l'unité des contradictions. Voilà, c'est-à-dire que quand vous unissez des gens qui, d'un côté, pensaient le pouvoir, le régime, comme un allié avec qui on peut discuter, comme un partenaire, alors que nous partons du principe que tous les régimes africains sont la représentation, même l'incarnation même du système colonial, eh bien, nous ne pouvons pas nous inscrire dans le regroupement de ces gens-là. D'un côté, il y a des gens qui disaient que ce régime, on peut gouverner avec, d'autres qui disaient qu'il faut l'appeler aux réformes, il faut dialoguer avec, il faut aller aux élections avec. Le Moltra a toujours écarté toutes ces idées-là parce que ces idées ne sont pas du tout adaptées aux problèmes que nous avons. Quand on a un problème, il faut l'analyser froidement et c'est à partir de cette analyse-là qu'on définit les instruments par lesquels on veut résoudre ces problèmes-là. Donc, j'ai l'impression qu'au Togo et en Afrique d'une manière générale, on veut aller à la chasse avec des ânes. Je m'excuse, on veut aller à la chasse avec des ânes. On ne peut pas chasser avec des ânes. Ce sont des chiens de chasse qui vont à la chasse. Ils sont adaptés à ça. Donc, on ne peut pas résoudre un problème colonial par des partis politiques. Et donc, nous, on écarte déjà l'hypothèse des partis politiques qui travailleraient dans le sens de la libération du pays. Mais, à un moment donné, les gens nous ont interpellés, nous demandaient, voilà, est-ce que vous avez approché ces partis-là? Est-ce que vous avez de belles idées? Mais est-ce que vous avez essayé de partager ces idées-là avec les partis? Bon, même si nous disons que les partis, on les écarte d'office, dans une démarche purement patriote, nous nous sommes approchés de ces partis politiques, effectivement. Et nous avons soumis des idées. J'ai été en contact personnellement avec, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai été en contact avec la plupart de ces soi-disant leaders de l'opposition et ce que j'ai vu, ça a confirmé toutes nos hypothèses de travail, à savoir une vacuité totale. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de réflexion stratégique et il n'y a pas de planification. Il y a, bien sûr, ces gens, on peut peut-être leur accorder le bénéfice de la volonté, du volontarisme, c'est-à-dire qu'ils ont envie que ça change, mais avoir envie et avoir la volonté que cela change ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut planifier, il faut comprendre, planifier, organiser, essayer de corriger au fur et à mesure qu'on avance. C'est ce qu'on appelle la tactique. Donc, ces gens n'avaient pas ces éléments-là. Et quand, au lendemain du 17 août 2017, nous avions vu qu'il y avait un discours qui ressemblait un peu à ce que nous disions depuis des années, nous nous sommes approchés du PNP et nous avons essayé de travailler avec eux, mais finalement, ce que nous avons vu, c'est que autour du leader du PNP et lui-même d'ailleurs, il y avait une sorte de garde qui empêchait les nouvelles idées de pénétrer la forteresse PNP parce que ces gens considéraient que c'est leur forteresse et puis qu'il n'y avait pas possibilité de venir sous peine de prendre les places qui sont les leurs, alors que nous venions dans une démarche purement patriote. Et donc, ce que nous avons vécu au PNP, c'est ce que nous avons vécu aussi ailleurs, dans les autres partis politiques. Et ce n'est pas l'apanage du PNP. À l'ANC, nous avions fait la même expérience.
Et finalement, le regroupement qu'ils avaient, la coalition qui est appelée la C14, nous avions approché Mme Brigitte Adjamabo, qui finalement, c'est lorsque au lendemain des législatives de décembre 2018, ce n'est qu'après ça que Mme Adjamabo est venue la queue entre les jambes en quelque sorte pour dire ouais, voilà, j'ai compris maintenant, ouais, bon, il nous a envoyé quelqu'un. Mais tout ça, ça montre que ces gens ne comprennent pas les enjeux véritables qui confrontent notre peuple. Et nous, encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais j'étais obligé de faire ces révélations pour montrer que nous avons approché tous ces partis politiques et que ce que nous avons vu est tout à fait logique et normal. Et c'est cette situation d'ailleurs qui a conduit le peuple togolais au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il va falloir que les Togolais retournent au rond-point, au carrefour, à la bifurcation où ils sont perdus par les partis politiques dans les méandres électoralistes et recommencer une véritable lutte de libération parce que c'est l'unique voie que l'histoire a indiquée au peuple. Oui, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout les réseaux créés par des Togolais, il y a une guerre, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, est en train d'être menée. Il y a deux groupes d'opinion. Il y en a qui disent que il faut oublier les partis politiques et autres pour s'organiser ou organiser le peuple. Il y en a qui disent qu'aucune organisation sérieuse ne peut se faire sans un leader ou sans les partis politiques ou en dehors des partis politiques. Et c'est difficile vraiment. Les deux ont des positions tranchées et la guerre est âpre. Et donc, compte tenu de ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, être la meilleure solution pour la remobilisation du peuple? Est-ce que le peuple a besoin des leaders? Parce que l'on nous dit que, bon, qui va appeler le peuple s'il n'y a pas de leader? Donc, c'est la réponse à ceux-là qui disent qu'on n'a pas besoin de leaders pour commencer ceci. D'autres disent, sans les partis politiques que les gens aiment ou que les gens ont adhéré, il n'y aura pas de mobilisation. Et à voir les choses, tu sens qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le parti politique, mais ils n'ont rien à foutre avec le patriotisme ou la nation togolaise. Donc, moi, personnellement, ce qui me touche, c'est l'incapacité à nos frères et sœurs, n'est-ce pas, de comprendre que le parti ou le leader du parti ou le leader de quoi que ce soit est d'abord né togolais avant d'être leader de quelque chose. Et par conséquent, on aurait dû choisir mourir pour le Togo avant même de penser à mourir pour celui qu'on appelle leader. Bon, nous avons tout ça là, moi, ça me fait mal. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, dans ce contexte de confusion et d'incompréhension et d'incapacité de comprendre, qu'est-ce que vous proposez tout ça, par rapport à cette remobilisation dont nous avons tant besoin? Les Togolais doivent se poser une seule question. Dans ce contexte, pour pouvoir élaborer la voie à suivre, la voie de demain, ils doivent se poser une seule question. Qu'est-ce qui nous a conduit au résultat que nous avons en face de nous aujourd'hui? C'est la simple question. C'est tout. À partir du moment où on répond à cette question, nous allons comprendre que ce qui nous a poussé à cette situation de blocage où les gens, les énergies sont totalement liquéfiées, tout le monde est fatigué, les gens, même ceux qui n'ont jamais mené quelques batailles que ce soit, sont fatigués. Et donc, la réponse à cette question, c'est que c'est la fausse bataille politique qui nous a conduit à cette situation-là. Je m'explique. Fausse bataille politique, dans quel sens? C'est que nous avons un problème colonial. Je le maintiens. Nous avons un problème colonial à partir de l'analyse de l'État africain. Nous avons un problème colonial en Afrique et au Togo. Et pour résoudre ce problème colonial, qu'est-ce que le génie que les Togolais et les Africains ont trouvé? C'est de dire, créons des partis politiques et allons aux élections. Mais mon Dieu, dans quel
pays, dans quelle histoire, dans quel livre d'histoire les Africains ont lu que les partis politiques s'inscrivant dans une logique électoraliste, pipée d'avance, étaient ou bien avaient conduit les peuples à leur libération. C'est là où on a tout faux. Donc, toute cette guéguerre entre partis politiques, entre membres de partis politiques, cela ne fait que le jeu du système. Voilà, nous nous combattons entre nous pour un gros zéro. Parce que ceux qui sont en face de nous, le système qui est en face de nous, n'est même pas prêt à laisser le pouvoir ni aux partis politiques soi-disant modérés, encore moins aux radicaux, qualifiés de radicaux. Donc, il faut comprendre que tout ça, c'est fait pour entretenir une guerre entre nous, pendant que nous laissons le camp d'en face jouir de la liberté et de la paix pour pouvoir continuer à s'opérer, à opérer. Donc, il faut sortir de là. La question qui nous confronte, c'est que nous sommes en face d'un système colonial. Et qu'est-ce que l'histoire a indiqué au peuple? C'est la construction d'un mouvement patriote de libération nationale. C'est ça que l'histoire a indiqué. Et ce n'est pas les partis politiques qui vont faire ce travail-là. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait une nouvelle génération de Togolais qui naissent, qui dépassent les considérations partisanes, les guéguerres de partis politiques, pour arriver à hausser, à hisser le débat, à hausser le niveau des Togolais, hein, à hausser le niveau de compréhension, de conscientisation et de théorisation du problème togolais pour construire ce vaste mouvement national de libération. Notre solution est là-dedans, pas dans les partis politiques. Les Africains ont beau faire la guerre entre partis politiques pour dire, moi, c'est mon parti qui est le mieux, toi, non, ton leader, il a pris l'argent, il était ceci, cela, tout ça. Ça amuse la galerie. Et ça nous perd du temps, ça nous perd de l'énergie, ça nous inscrit dans un faux combat parce que l'histoire n'a jamais indiqué cette voie-là aux peuples qui sont dominés. Ce que l'histoire a indiqué aux peuples qui sont dominés, écrasés, c'est d'organiser un mouvement national de libération nationale. Cela veut dire qu'il faut arriver à créer sur l'ensemble du territoire national des bases de la libération, les bases d'un mouvement de libération, les bases d'un mouvement national de libération du pays. Et dans l'histoire de l'Afrique, l'exemple le plus formidable que nous ayons eu, c'est le cas de ce qui s'est passé en Guinée avec Amilcar Cabral. Donc, c'est ça notre travail. Et là, c'est là où j'appelle à la responsabilité de la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora abusivement, parce que cette diaspora, elle n'existe pas. Il faut la constituer. Il faut la constituer parce que nous, depuis l'extérieur, nous voyons la situation de notre pays, nous souffrons, nous avons vu d'autres réalités, nous avons d'autres connaissances qui doivent nous permettre véritablement de comprendre ce qui fait notre problème et aller dans le sens de ce que l'histoire a indiqué à notre peuple. Et de ne pas du tout alimenter cette guerre entre partis politiques parce que les partis politiques ne vont pas apporter la solution qui soit doux ou dur. Voilà. Ces gens ne vont pas leur laisser le pouvoir, quel que soit leur positionnement. Donc, laissons tomber tout ça, baptisons un nouveau leadership avec des critères nouveaux. Les critères selon lesquels nous avons construit ce leadership politique, folklorique, sans résultat, et qui amuse la galerie, ces critères-là doivent être dépassés et on doit élaborer de nouveaux critères pour arriver à ce leadership dont nous parlons. Voilà, et la voie est tout tracée pour nous. Maintenant, c'est à nous, la nouvelle génération, avec de nouvelles idées, avec une compréhension des enjeux mondiaux, de pouvoir élaborer ces nouveaux concepts et la construction de ce mouvement national de libération dont je parle. Et donc, ça demande évidemment un leadership, mais ce leadership ne doit plus être à l'aune des critères classiques du leadership que nous avons en Afrique. Voilà, c'est pas une question de docteur en philosophie ou bien un tel qui est le fils de ou bien un tel est de telle ethnie et tout ça. Tous ces critères-là doivent tomber pour laisser place au seul critère du patriotisme pour pouvoir arriver à réconcilier, à ramener le peuple dans le creuset d'un véritable mouvement de libération nationale.
Alors, merci beaucoup. Nous tirons presque à la fin, n'est-ce pas, de cette émission. Nous allons vous demander, c'est pas de dire votre dernier mot, n'est-ce pas? Je vais peut-être vous demander d'abord, dernier mot, votre dernière adresse à l'Afrique tout entière par rapport à ce qu'il faut pour cette libération continentale et plus particulièrement au Togo, notre pays, et qui est un pays qui est devenu désormais connu de tout le monde comme un obstacle à l'évolution même de l'Afrique, parce que les autres prennent toujours l'exemple sur le Togo pour se livrer, n'est-ce pas, aller contre leur peuple. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère Moussa. Il faut redire une seule chose aux Africains et aux Togolais en particulier, c'est que l'histoire est extrêmement dure avec les peuples qui veulent ne pas assumer leurs responsabilités, qui veulent fuir leurs responsabilités, parce qu'un peuple ne se fuit pas. Et les Africains se trompent en pensant qu'il y aura une solution facile. Aucun peuple ne s'est libéré par des voies faciles, parce que la voie facile n'existe pas. Dans l'histoire de la marche des peuples, il n'y a pas de voie facile. Tous les peuples que nous voyons aujourd'hui, qui sont aujourd'hui au sommet de l'humanité et qui dictent les normes aux Africains, sont passés par des tyrannies, sont passés par des dictateurs. Ils ont fait la révolution. Ils ont fait couler du sang. Le sang libérateur qui doit couler en Afrique n'a pas encore coulé. Il faut être froid. Il faut le dire aux Africains avec rigueur et dureté. C'est-à-dire que la réalité froide, c'est que nous n'avons pas encore commencé la véritable bataille de libération de notre continent. Cela suppose que nous ayons le courage de sortir des agitations permanentes. Pour le moment, nous ne faisons que des agitations. Tout le monde crie des gros mots sur Facebook, sur WhatsApp. La guerre se déplace sur WhatsApp et tout ça. On a abandonné le terrain. Le travail, concrètement, doit se faire sur le terrain. Et comme il y a une confusion totale aujourd'hui, tout le monde se prend pour le libérateur de l'Afrique. Tout le monde arrive et élabore un discours et commence par dire que, voilà, il commence à se présenter comme un gourou et oubliant que nous sommes dans une situation d'une équipe de football qui est menée, qui est totalement désorganisée. Et au lieu que chacun retrouve sa place dans l'équipe pour réorganiser les choses, pour mieux jouer, qu'est-ce qui se passe? On revient de la mi-temps. Eh bien, le gardien, comme on est mené 20-0 à la mi-temps, le gardien va prendre la place de l'attaquant de pointe. Du buteur. Le terrain va jouer à la défense. Le défenseur veut devenir l'ailier gauche, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous aggravons notre cas en faisant ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faudra retrouver de la cohérence, de la discipline, former les gens et essayer de les amener à la seule idée qui vaille, à savoir l'idée d'un combat de libération nationale et continentale. Et ce n'est que ça que l'histoire nous a indiqué. Tout le reste, c'est du folklore, c'est du bavardage, et ce travail-là, il passe absolument par le terrain. C'est pour ça que les Africains qui sont à l'étranger sont obligés, la diaspora africaine est obligée d'assumer ses responsabilités. Et nous ne comprenons pas, et moi je n'accepte pas de voir la diaspora dans cette position-là, de défaitisme, d'attentisme, de désorganisation, d'indiscipline, où tout le monde veut jouer le rôle de leader, alors que les gens n'ont pas les capacités, les gens n'ont pas les connaissances qu'il faut. Donc, à un moment donné, si nous voulons revenir sur le chiquier mondial et jouer un rôle en tant que peuple, remettre l'Afrique dans le droit chemin, reprendre le contrôle de notre espace géographique qui nous a échappé, eh bien, il va falloir théoriser tout ça et travailler sous la conduite d'un nouveau leadership fondé sur des critères qui sont purement nos critères internes, qui sont des critères africains, qui sont les critères issus de l'analyse que nous faisons de la situation. Et ce n'est que comme cela que nous allons pouvoir construire quelque chose de sérieux et sortir de l'agitation permanente d'élection, répression, dialogue, médiation,
appel aux réformes et puis élection répression. Donc, il faut sortir de tout ça. Merci beaucoup à M. Pogli pour donc avoir été avec nous. Je pense que nos auditeurs ont aimé ce qu'ils ont écouté. Il y en a qui ont déjà placé la commande. Ils me demandent de vous réinviter le samedi prochain pour continuer la discussion parce qu'ils me connaissent bien. Ils savent que moi, j'ai toujours l'habitude de quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses ne me quittent. Et donc, ils savent qu'on ne peut pas continuer. Il faut arrêter à un moment donné pour que au moins les autres puissent arriver. Nous ne sommes pas comme les autres qui s'accrochent aux bonnes choses comme des chauves-souris. Et nous sommes des hommes sensés et nous savons que le partage est le propre de l'Africain. L'Africain ne mange pas seul. Il partage. Le vrai Africain, je ne parle pas de cette espèce de nouveau type d'Africain dont nous avons parlé aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici. Et vous avez terminé par le fait que l'Afrique a besoin de se réorganiser, de trouver un nouveau leadership qui, n'est-ce pas, sera un leadership organique, c'est-à-dire qui va naître même, n'est-ce pas, de l'analyse faite de la situation de l'Afrique, pas un leadership qui sera greffé, qui viendrait d'ailleurs. Je vous remercie pour ça parce que nous sommes là pour conduire, n'est-ce pas, l'Afrique vers, n'est-ce pas, ces objectifs-là, puisque Tempo Afrique TV, c'est une radio de l'Afrique, des Africains, par les Africains, pour les Africains, et surtout pour, n'est-ce pas, la reconstruction et la libération totale donc, de notre continent. Alors, sur ce, je vous remercie et bien des choses chez vous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, frère Moussa. À très bientôt. J'espère que nous aurons l'occasion d'approfondir un certain nombre de notions. En tout cas, nous ne sommes qu'au début. Ce n'est même pas la fin du début. Ce n'est que le début du commencement. Ouais. Merci beaucoup. Et bien évidemment que pour couronner tout ça, c'est qu'il nous faut un plan et il faut planifier. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de plan. Donc, il va falloir travailler sur tout ça. On va en parler hors antenne pour planifier. Ouais. Okay. On va en discuter. Merci beaucoup. Merci. C'est encore Yves Kenao. C'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion donc. $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça?